Donc ma présentation va être avec un premier objectif qui sera de vous présenter un petit peu ce qu'on fait en matière de gestion des déchets en France. Alors on s'éloigne un peu du sujet risque biologique, mais je pense que c'est nécessaire et vous verrez que c'est aussi important pour la prévention. Ensuite, je vous parlerai plus précisément du tri des déchets ménagers recyclables, comment ça se passe effectivement en France. Ensuite, je vous présenterai les connaissances sur les expositions, la prévention et les perspectives. Bon voyage. Donc en France, nous, comme je pense beaucoup de pays, nous sommes des producteurs de déchets. Donc comme vous voyez un peu les chiffres ici, nous produisons globalement 315 millions de tonnes de déchets par an. Donc pas mal de déchets. Alors, le plus gros tonnage, c'est effectivement le tonnage des déchets représentés par la construction, hein, puisqu'effectivement ce sont des choses relativement lourdes. Ensuite, les déchets d'activité économique, c'est-à-dire les magasins et les entreprises. Ensuite, vous avez en bas à gauche les déchets, les déchets ménagers des collectivités, les déchets ménagers qui sont ici, qui représentent une taille qui n'est pas négligeable. Donc, effectivement, c'est les déchets ménagers qui vont nous intéresser davantage aujourd'hui. Alors, ces déchets, bien entendu, il faut les gérer. Il faut les gérer et on les gère en France avec la philosophie, l'économie circulaire et de la transition écologique. Tout ça, je pense que ça parle effectivement à tout le monde. Avec comme objectif final, c'est diminuer la production et diminuer le stockage et aussi augmenter le recyclage, le réemploi, la réutilisation, la réparation. Augmenter aussi la production énergétique, c'est-à-dire au lieu de stocker quelque chose, on essaie de la valoriser, et aussi la valorisation agricole. Donc, chez nous, effectivement, en France et notamment en Europe, vous verrez que c'est la réglementation finalement qui gère toute notre activité de déchets, avec notamment fixation d'objectifs qui sont relativement clairs. Donc si on regarde un petit peu ici sur cette diapositive, on voit des perspectives jusqu'à 2040, donc il y a quand même une vision là-dessus, je pense que c'est nécessaire pour les déchets, avec des objectifs chiffrés en termes de tri, de recyclage et de gestion des déchets et de réduction des déchets. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, je vais prendre un exemple ici sur les matières, la valorisation des matières. On voit qu'on a un chiffre ici 55%. Et la valorisation des matières en 2025, on doit atteindre un taux de 65%. Voyez. Et si je reprends un autre exemple, c'est ici, en 2040, on prévoit la fin de l'utilisation des déchets plastiques à usage unique. C'est-à-dire, en fait, pour ne pas avoir de problème avec les déchets, il ne faut plus en produire. C'est ça un peu l'idée, en tout cas avec les plastiques. Donc, c'est une fixation qui est relativement importante. Et tout ça, c'est géré en Europe par la communauté européenne qui a une réglementation. Elle commence en 1975, ici, avec les textes fondateurs, qu'est-ce que c'est un déchet, comment on doit le gérer, pourquoi on doit le gérer. Et c'est ensuite, en 91, des éléments sur la hiérarchisation des modes de traitement des déchets, la prévention des déchets, la valorisation et l'élimination. C'est des concepts avec des méthodologies et des structures à mettre en place pour pouvoir gérer ces déchets. Ensuite, vous avez en 2008 le Parlement européen qui donne des nouvelles orientations sur une société du recyclage. C'est-à-dire, en gros, c'est plus juste un geste, le recyclage, ça doit être inscrit dans le fonctionnement d'une société. Et puis donc qui donne aussi des éléments sur la hiérarchisation des modes de traitement, la définition des déchets. Et puis en 2018, là, on est sur le paquet économique circulaire avec des éléments beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus précis. Alors ces directives européennes, elles sont transcrites dans les États membres et notamment en France, avec une adaptation en fonction du tissu économique et social de chaque pays. Voilà. Donc je ne vais pas relister les différents paramètres. En tout cas, la première loi des déchets en France, c'est 1975. Voilà. Alors, globalement, comment ça fonctionne, comment c'est organisé l'activité déchets en France, vous avez ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, la REP, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. C'est le principe du pollueur-payeur. Si je produis quelque chose, je dois payer pour l'éliminer. Alors, ça concerne les entreprises, mais ça concerne aussi le particulier, puisque nous produisons des déchets. Et moi, sur ma feuille d'impôt, j'ai effectivement une partie de mes impôts qui vont à la communauté pour pouvoir effectivement gérer notamment tout ce qui est mis en place pour le tri.
Donc, alors ce qui est intéressant là-dessus, bon, ça veut dire qu'en fait, il y a une cotisation qui est contribution financière de tous les payeurs, pardon, de tous les pollueurs, entre guillemets, enfin, en tout cas, producteurs de déchets, pollueurs c'est péjoratif, pour pouvoir effectivement gérer ces dossiers et ces déchets. Et effectivement, il y a aussi mise en place de ce qu'on appelle les éco-organismes qui sont agréés par l'État, qui vont, eux, utiliser cette manne financière, entre guillemets, pour pouvoir organiser les filières de la collecte jusqu'à la valorisation. D'accord ? Donc c'est quelque chose de relativement organisé en France et qui fonctionne relativement bien. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que pour faire de la prévention, il faut forcément s'intéresser aux éco-organismes parce que c'est eux qui mettent en place toute la production. Voilà. Donc vous avez rapidement une chaîne classique de déchets telle que vous la connaissez, avec les déchets ménagers, les déchets urbains, la déchetterie et les déchets d'activité économique. Tout ça c'est collecté, transporté, on en fait différents types de valorisation. Alors le stockage, c'est un mot, on va dire, élégant pour dire enfouissement, d'accord, mais le réemploi de plus en plus à la mode, et puis les valorisations en matière, en énergie et en valorisation organique pour notamment les cultures. Alors, ça va vous donner un peu mal au crâne, mais on va aller vite. C'est l'historique de toutes les filières REP, responsabilité élargie du producteur. Et vous voyez que c'est quand même très très bien condensé. Alors, il y a 1975 ici le début pour la France, et puis 93 les emballages. Alors, en bleu, vous avez les filières européennes, c'est les filières qu'impose l'Europe, d'accord ? En rouge, c'est les filières françaises. La France fait un peu de zèle, entre guillemets, c'est-à-dire elle organise des filières propres pour des déchets spécifiques. Et vous avez des filières volontaires, c'est des secteurs d'activité qui se sont dit, nous, on veut être un peu plus vertueux, donc ça veut dire qu'on va mettre en place notre filière. Voilà. Donc, c'est le cas notamment pour l'agroalimentaire. Alors, vous voyez, on ne va pas rentrer dans le détail, vous avez les déchets dangereux, les piles, les accumulateurs, les portables, l'automobile, les médicaments, et puis vous avez d'autres déchets, les produits de l'agroalimentaire, les mobilhomes, les cartouches. Et puis, vous voyez ici, tout doucement, les textiles qui apparaissent, les emballages de la restauration. Donc, ça se structure de plus en plus. C'est-à-dire, on va chercher les déchets vraiment dans les gismes, enfin les producteurs, de plus en plus, et on impose l'organisation de cette structure. Et puis, en 2025, il va y avoir les dernières filières REP avec l'emballage des industries et des commerces, l'aide technique, la pêche, les textiles sanitaires, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est relativement important. Ça veut dire que si on veut faire la prévention, il faut s'intéresser à cette dynamique de création de REP et forcément s'adresser aux éco-organismes et les associer pour que puissent ensuite participer au redéploiement des efforts faits en prévention. Nous voilà maintenant dans le cœur un peu plus du sujet, sur les déchets ménagers. Donc là, vous avez sur la gauche une magnifique photo de la poubelle chez moi. D'accord ? Donc chez nous, nous avons un tri de ce type-là, avec ici quelques exemples. Et là, c'est un bac une benne à verre. Donc ça, c'est la liste des déchets qui sont produits, ménagers, qui sont produits par les ménages. Donc vous avez des biodéchets, des déchets verts, des emballages, des journaux, des magazines, des ordures ménagères résiduelles, c'est ce qu'on ne peut plus trop trier, que généralement on incinère pour faire de l'énergie. Vous avez du verre et vous avez des déchets encombrants, des déchets dangereux et des déblais. Alors ce qui est important, c'est qu'on a deux éléments. On a les éléments de la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement pour les déchets, ici les emballages, il y a une poubelle jaune ou un sac jaune comme ici, qui est retiré chez vous tous les ans, parce qu'il y a un camion qui passe, tous les semaines, parce qu'il y a un camion qui passe. Oui, ça ferait beaucoup. Il y a un camion qui passe pour les enlever. Sinon, vous avez ce qu'on appelle les points d'apport volontaires. C'est vous qui apportez dans un point en particulier. Ça peut être une déchetterie ou, pour le verre, une benne à verre. Et vous avez ici la valorisation qui en est faite. Bon, aujourd'hui, on va essentiellement s'intéresser à cette partie-là, les emballages et les déchets ménagers, voir un petit peu ce qu'on a fait en matière de mesure. Donc, sur ces tris des ordures ménagères, donc des déchets ménagers, donc ce qu'on appelle déchets ménagers assimilés, je viens de vous présenter des éléments que produisaient les ménages. Dans les centres de tri vont arriver aussi quelques déchets qui sont produits par les commerces et aussi par les entreprises si elles ne sont pas de trop gros volumes. Sinon, c'est des filières spécifiques. Donc CDMA en France, c'est effectivement un certain nombre d'installations. Il y a 360 centres de tri en France répartis sur l'ensemble du territoire. Donc vous voyez que les éco-organismes qui ont travaillé là-dessus ont relativement bien travaillé. Ils ont essayé de répartir ça. Ils ne le font pas tout seuls, ils le font généralement avec les collectivités qui, elles, organisent souvent la collecte. Vous avez un volume de déchets qui est environ 10 millions de tonnes triées en France, donc c'est quand même pas négligeable. Il faut imaginer qu'il y a une quarantaine d'années, tout ça, on mettait ça en déchetterie, enfin en tout cas plutôt en enfouissement, donc c'est autant de déchets qu'on ne remet pas dans l'environnement, et en plus on va en faire une valorisation. La population concernée, c'est très difficile d'avoir des chiffres, on va dire, stabilisés, parce que c'est des populations qui sont souvent transitoires et aussi avec une structure, vous voyez, qui évolue en permanence, qui se réorganise en permanence.
permanence en ce moment notamment. Donc c'est un peu compliqué. Ça, c'est des chiffres qui datent à peu près de 2016, donc c'est un peu vieux. Il y a à peu près 7000 travailleurs sur les centres de tri d'ordures ménagères en France, avec 5000 trieurs manuels. Voilà, donc des gens qui travaillent en cabine de tri. Et puis, c'est des sites qui vont de 5 personnes à 70 personnes en général affectées à ces éléments de tri. Sur la diapositive suivante, alors, ce qu'il y avait sur la diapositive d'avant, c'est les autres centres. Vous avez les centres de compostage aussi, les centres de méthanisation que vous avez pu voir sur la diapositive. Voilà, vous avez ici le fameux sac que j'ai pris en photo, c'était lundi, avant de partir. Qui était le ramassage, ça fait le mardi, vous préparez votre sac. Le mardi, votre sac, il est ramassé. Et vous avez sur le sac des consignes de tri. C'est-à-dire qu'en fait, on explique aux gens ce qu'il faut mettre dans la poubelle et donc forcément ce qu'il ne faut pas mettre. Donc voilà, vous avez des emballages cartonnés, vous avez des briques alimentaires, vous avez des emballages plastiques, donc tout ça ici, les emballages métalliques, les canettes, les boîtes de conserve, et puis tous les papiers et les journaux. Alors, ça, c'est ma communauté de communes, ce qui s'appelle celle de Pompée. C'est une très petite communauté de communes en France. Dans d'autres communes, les papiers sont triés dans une poubelle à part. Voilà, c'est-à-dire vous préparez une poubelle à part et puis on vient vous les ramasser. Il peut y avoir aussi du porte-à-porte, de l'apport volontaire. Donc, ce qui est important dans ces déchets plastiques, depuis quelques années maintenant, 5 ou 6 ans, on a ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Avant, on mettait que les bouteilles comme ça, puis très peu d'emballages souillés avec des restes alimentaires. Depuis quelques années, on met tous les emballages souillés avec des restes alimentaires et la conséquence, vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, c'est la possibilité d'avoir des contaminations. Donc il y a une interrogation aujourd'hui par rapport à ça. Une fois qu'on a collecté ces déchets, on va les transporter au centre de tri d'ordures ménagères. Vous avez toute cette séquence de travail avec un déchargement après tri. Donc vous voyez que ça peut être quand même relativement imposant en matière de volume de déchets traités. La séparation des matières avec différents types d'activités et de tri, du tri manuel, du tri balistique, du tri magnétique, et du tri optique. J'ai sans doute oublié d'autres automatisations de tri. Là, vous avez une photo d'un centre de tri d'ordures ménagères avec une cabine de tri manuelle. Ensuite, les déchets sont compactés. Une fois qu'ils sont séparés en matière, ils sont compactés avec des presses. Et puis, vous avez un stockage en balles par type de matière. Et les balles sont ensuite acheminées pour être valorisées, retransformées en textile, plutôt en papier ou en autre plastique, ou parfois en vêtements sur certains plastiques. Donc voilà. On voit apparaître maintenant en France aussi, sur les plastiques notamment, parce que vous voyez qu'il y a une balle ici, mais la balle, il y a des plastiques verts, des plastiques blancs, des plastiques rouges, etc. Donc on voit apparaître des centres de surtri, c'est-à-dire que ces balles sont envoyées dans de nouveaux centres de tri, où il y a un tri automatique qui va trier en fonction des types de plastique, ce qui va permettre d'affiner un petit peu les tris pour envoyer ça dans des filières beaucoup plus spécifiques et d'avoir une valorisation un peu plus noble en matière de plastique. Voilà. Donc ça se met en place aujourd'hui en France, et c'est, on va dire, de façon très, très active. Voilà, que connaît-on sur les expositions dans ces centres de tri? Alors, j'ai envie de dire, on connaît quand même un certain nombre de choses depuis quelques années. Vous avez ici sur la droite les publications sur les expositions des travailleurs au centre de tri qui, on va dire, sont pas négligeables. Alors, j'ai beaucoup cherché, on va dire, mais en tout cas sélectionné. Il y en a entre 60 et 100 publications qui concernent essentiellement les micro-organismes cultivables, les endotoxines, les bêta-glucanes, alors ceux des composés microbiens, et puis bien entendu les poussières. Donc ces expositions, elles sont documentées pour les niveaux d'exposition, donc ou les concentrations ambiantes. Donc ça, c'est la quantité de micro-organismes auxquels on peut être exposé. Sur la composition de ces bioaérosols, c'est-à-dire quelles sont les espèces de micro-organismes qui sont présents dans ces aérosols, parce qu'en fait, c'est ça qui va conditionner aussi le danger lié aux agents biologiques. Et puis la distribution granulométrique des bioaérosols. Donc ça, c'est la taille des particules, pardon. Ça veut dire quelle est la capacité à pénétrer dans les voies respiratoires en fonction de la taille, et aussi quelle est la possibilité en matière de ventilation on a pour éliminer ces aérosols. Et puis vous avez ici quelques publications au niveau international, et en France, il y a finalement assez peu de publications sur le sujet, mais on en a quelques-unes quand même qui ont permis de documenter les expositions. Sur les effets sur la santé, effectivement, on va dire qu'il y a une association entre les expositions et les effets, mais aujourd'hui, c'est encore insuffisamment documenté. Je pense qu'il y a encore un peu de travail là-dessus. En tout cas, on a des symptômes respiratoires, on a des éternuements, des congestions nasales, et aussi des possibilités de provoquer des réactions inflammatoires. Alors, on va maintenant donner quelques
exemples beaucoup plus précis de ce qu'on a pu publier en France sur les concentrations et les niveaux d'exposition. Vous avez ici un graphique avec en ordonnée les tâches des différents travailleurs, en abscisse les concentrations en poussière, là c'est donné pour les poussières inhalables, tous les opérateurs de tri avec différents types de déchets, corps creux, corps plat, bon c'est des termes, un jargon technique, hein. Les opérateurs de presse, les opérateurs polyvalents, les opérateurs de nettoyage, les opérateurs de maintenance, les conducteurs de grappin, c'est la machine qui permet de prendre les déchets, les conducteurs de chargeuses, et puis des autres tâches qui sont difficilement classables dans ces éléments-là. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une répartition, ça c'est la valeur limite d'exposition professionnelle, donc c'est la concentration à ne pas dépasser en France, qui permet d'avoir, on va dire, une garantie toute relative, mais une garantie de ne pas avoir d'effet sur la santé. Elle a 4 mg par mètre cube ici, on la voit. On voit qu'il y a quand même beaucoup de dépassements, même chez les trieurs ici, avec un pourcentage non négligeable de dépassement de cette valeur limite d'exposition professionnelle, et surtout les opérateurs de nettoyage et de maintenance qui peuvent être exposés à des concentrations très très élevées. Donc globalement, c'est un environnement relativement empoussiéré, cet environnement, donc avec des expositions relativement élevées. Si on regarde maintenant un peu plus la partie micro-organismes, vous avez en haut ici à peu près le même type de graphique, avec ici c'est la concentration en unités forme en colonie par mètre cube, les moisissures ici, les bactéries. Alors pour simplifier, on va peut-être regarder rapidement les moisissures. Là, vous avez des valeurs guides, parce que les valeurs guides, on a publié en France, notamment INRS et le réseau prévention, des valeurs guides qui sont des orientations en matière de satisfaction d'environnement de travail. Donc, on a une valeur à 10 puissance 5 UFC par mètre cube et une valeur à 10 puissance 6 UFC par mètre cube. Et on voit effectivement 10,5, 10,6. Qu'il y a quand même relativement beaucoup de situations de travail et de niveaux d'exposition qui sont entre les deux, c'est-à-dire la situation n'est pas satisfaisante. Donc il y a quand même encore des choses à faire, même s'il y a des moyens de prévention, on verra, qui sont mis en place sur ces travailleurs. On remarque à peu près la même chose sur les bactéries. Voilà. Alors, on est allé un peu plus loin dans la caractérisation de ces aérosols et on a regardé un petit peu quelle était la diversité microbienne dans les aérosols. Donc, avec des techniques de biologie moléculaire, en gros, on a regardé l'ADN. Et donc là, ici, vous avez la liste des genres fongiques qu'on a trouvés dans ces aérosols, donc c'est relativement important, données pour trois environnements. Un environnement, c'est le déchargement des déchets, une cabine de tri, et puis l'environnement intérieur dans un bureau. Voilà. Ce qu'on voit, alors plus c'est rouge, plus le micro-organisme en question est présent dans l'environnement, est dominant. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des genres qui sont dominants, hein, et par exemple Wallemia, celui-ci contient des espèces qui sont allergènes. Donc ça veut dire dans cet aérosol, là c'est un cas particulier, mais dans cet aérosol, on a des champignons allergènes, donc ça veut dire que ça peut orienter déjà sur le diagnostic en matière d'effets sur la santé, notamment au niveau respiratoire. Alors, une fois qu'on a mis ça en évidence, il faut essayer de proposer des moyens de prévention. Alors, je vais balayer assez rapidement les différents moyens de prévention. Alors, en France, on a, vous avez peut-être l'équivalent ici au Canada, mais on a ce qu'on appelle les 9 principes de prévention. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va essayer déjà d'agir le plus en amont possible de façon à limiter l'exposition, supprimer le risque, supprimer les réservoirs, supprimer l'émission, ne pas exposer les gens, et puis avoir en priorité des moyens de prévention collective plutôt que des protections individuelles. Voilà. Et puis aussi, bien entendu, de la substitution lorsque cela est possible. Donc là, vous avez, par exemple, c'est le cas de l'action à la source, on a un guide sur agir dès la conception, parce qu'effectivement, si on veut agir en prévention, avant de construire un centre de tri, il faut quand même une recommandation sur comment on doit construire un centre de tri pour prendre en considération la prévention des risques professionnels. Donc ça, c'est un guide général, en tout cas, qui couvre tous les risques, y compris les risques liés aux agents biologiques, qui permet aux éco-organismes et aux agents qui mettent en charge qui ont en charge la conception des centres de pouvoir essayer d'allier la production avec la prévention. Voilà, dans ce guide, on va retrouver le dépoussiérage, la ventilation au-dessus, par exemple, de broyeurs ou ce genre de choses. D'autres éléments qui sont importants, c'est bien entendu l'hygiène, c'est important parce que on est dans les déchets, donc il faut informer les opérateurs, on a déjà évoqué tout à l'heure, et il y a aussi une chose importante sur la gestion des flux. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un tas de déchets relativement importants. On imagine que là-dedans, il y a des micro-organismes, plus ça reste, plus ça stagne à cet endroit-là, puis il peut y avoir de prolifération de micro-organismes. Donc on va essayer d'agir sur le temps de séjour de ces déchets, de façon à ce que lorsqu'ils arrivent dans le centre, ils soient traités rapidement. Bon, ça, c'est pas forcément facile en pratique à mettre en œuvre.
Deuxième élément, c'est la ventilation générale. Donc là, vous avez dans une cabine de tri une ventilation qui va, c'est un plénum soufflant qui va insuffler de l'air au-dessus de l'opérateur et qui va le mettre dans une espèce de gaine d'air propre. Voilà, ce qui va éviter qu'il soit exposé à des agents microbiens ou à des aérosols de matière générale. Alors tout ça, c'est très intéressant, mais il faut que ce soit très bien entretenu. Aussi, on peut mettre en place, alors c'est un cas particulier, c'est pour l'agroalimentaire ici, des captages localisés. L'autre élément, ça donne un peu une caisse de résonance à ce que disait mon collègue tout à l'heure par rapport aux cabines d'engins, c'est qu'il y a beaucoup d'engins qui circulent dans ces environnements et effectivement, il faut veiller à la ventilation des cabines d'engins. Et là aussi, il y a des guides et des recommandations relatifs à la ventilation de ces cabines avec les aérosols, mais aussi les gaz. D'autres actions cibles, ça concerne les nuisibles. Donc ici, vous avez notamment présence de rats dans ces environnements, mais vous pouvez avoir aussi de façon fortuite la présence d'oiseaux morts. Hein, ça peut arriver et ça peut être problématique lorsqu'on a une épizootie aviaire. Donc on publie des consignes, comment gérer ces situations. Et puis aussi, de façon exceptionnelle, on peut avoir la présence de DASRI, ce sont des déchets médicaux, même s'il y a une filière spécifique en France qui dit que voilà, on a des conteneurs spécifiques et on les incinère, parfois, voilà, quelqu'un qui se fait un autre traitement à la maison, par inadvertance, il met une aiguille dans le déchet qui se retrouve sur le tapis. Donc on a aussi essayé d'informer les centres de tri et les travailleurs avec un guide qui est présent ici. Et puis il y a un groupe de personnel qui échappe un petit peu à tout ça, c'est les itinérants, hein, c'est les gens qui se promènent, qu'on ne peut pas ventiler, on va dire, et que finalement le dernier recours, c'est presque la protection individuelle, et aussi les travailleurs qui sont en charge de l'entretien et de la ventilation. Alors, les perspectives, et j'ai quasiment fini, c'est effectivement l'extension des consignes de tri, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on va mettre de plus en plus de déchets plastiques souillés avec des denrées alimentaires, et donc ça entraîne la restructuration de la filière et la modernisation de la filière, donc ça, il faut l'accompagner, et on se pose aujourd'hui la question de savoir quelle est l'exposition des travailleurs, comment ça a évolué, et puis est-ce que les moyens de prévention qu'on avait prévus sont toujours efficaces. Donc pour ça, on va lancer une étude l'année prochaine, une étude d'instruction où on va regarder un petit peu quelles sont les expositions et l'adéquation entre les moyens de prévention à venir. Donc pour conclure, effectivement, on a sur le tri des déchets ménagers, il y a une filière, vous avez vu, qui est relativement bien réglementée, avec une bonne organisation, puis quelque chose qui se structure. Il y a des risques biologiques qui sont clairement identifiés, avec des recommandations en prévention. Et je vous ai fait aussi voir qu'il y avait des enjeux en prévention à venir, notamment concernant l'extension des consignes de tri. Et je vous remercie pour l'écoute et pour les travailleurs aussi, qui sont un peu polyexposés dans leur travail. Merci.